Il y a un grand nombre de passoires thermiques dans lesquelles les gens vivent très mal, dans lesquelles les factures sont aberrantes, qui auront très peu de valeur demain. La famille ou les gens qui ont un immeuble et qui l'ont jamais entretenu et qui aujourd'hui ne peuvent plus louer parce que des PE catastrophiques. Pour aller emprunter de l'argent dans ces pays-là où tu as un score de crédit affiché sur ton front, si ton score de crédit est mauvais, tu peux rien faire dans la vie, pas payer les études de tes enfants, etc. Donc il y a pas mal de solutions innovantes qui ont émergé. L'État a dû couper pas mal d'aides à la rénovation énergétique alors que c'est un enjeu énorme à la fois climatique et social. Salut Hervé. Salut, Julien. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va, je te remercie. Impeccable, merci d'être venu à Toulouse. Merci de me recevoir. Enregistrer ta belle ville, aux briques roses qui nous entourent. Briques roses, dites briques foraines, ici. Ouais, écoute, je suis content parce que du coup, tu es sur le chemin, tu me disais, d'un week-end en famille dans les Pyrénées. Exactement, de bonne humeur. Pas que les Alpes, les Pyrénées, c'est sympa. Non, les Alpes, c'est trop loin. Voilà. Les Alpes, hein. Non, c'est Toi, fini. t'es de Bordeaux ? Je suis de Bordeaux, Ouais. J'étais avant parisien et du coup, j'étais plutôt Alpes. Ouais. Les Pyrénées, c'était trop loin. Mais maintenant que je suis à Bordeaux, je profite des Pyrénées. C'est cool. Ouais. C'est mieux que les Alpes, on va le dire. Mieux ? Ah ouais, faut carrément. Faut pas trop le dire, okay, mais si, c'est chouette les Pyrénées. On dirait un Toulousain qui parle. Et, ok, moi je suis à quelques jours de partir du coup aussi, de changer de vie à l'autre bout du monde, un peu plus loin que les Alpes ou les Pyrénées. Donc voilà, c'était bien de qu'on se rencontre maintenant. Hervé, tu es cofondateur, vous êtes trois, je crois, fondateurs, d'une entreprise qui s'appelle Vasco. C'est ça. Ou Vasco. C'est portugais. Écoute, ça peut être portugais. Ça peut être portugais. C'est l'histoire de Vasco da Gama qui nous a un peu inspiré. Et effectivement, on a gardé Vasco. Et ça nous va. Il y a le côté basque aussi, la sonorité qui nous plaisait bien. Voilà. À un moment, il faut se lancer, il faut choisir un nom. Ok, donc Vasco, d'ailleurs le site, on le mettra dans la description de l'épisode, c'est vasco-impact. .com, c'est ça. Donc déjà, n'y allez pas tout de suite, écoutez l'épisode, mais vous irez ensuite. Est-ce que tu peux, avant qu'on rentre trop dans le détail, plus dans le détail plutôt de ce qu'est Vasco, pourquoi vous l'avez fondé et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui à plusieurs d'ailleurs cibles, est-ce que tu peux te présenter toi déjà ? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Hervé de Grève, j'ai 39 ans, pour plus très longtemps. J'ai 2 enfants et je me suis associé avec Sébastien et Mathieu il y a maintenant 2 ans, tout pile, 2 ans cet été, pour accélérer la rénovation énergétique des logements en France. Un vaste sujet dont on parle beaucoup spécifiquement cette semaine. Je ne sais pas quand on passera à l'antenne, mais en tout cas cette semaine. Ouais, là on est fin juillet. On est fin juillet et il y a une grosse actualité sur la rénovation en ce moment qui n'est pas très heureuse. Un renoncement, comme beaucoup de renoncements aujourd'hui, sur notamment les aides, parce qu'il y a moins de budget et du coup on a décidé l'État a dû couper pas mal d'aides à la rénovation énergétique alors que c'est un enjeu énorme à la fois climatique et social et un enjeu que moi je connais bien, ça fait une quinzaine d'années que je suis de près ou loin dans l'énergie et que je vois effectivement la rénovation avancer pas assez vite et on a décidé avec Sébastien et Mathieu de l'attaquer par le financement, là où le bas blesse souvent, parce que tout le monde veut vivre dans un logement plus confortable, plus économe, qui vaudra plus d'argent demain, mais malheureusement beaucoup de gens n'ont pas les moyens de le faire ou utilisent leurs fonds pour faire autre chose et on s'est rendu compte qu'il y avait un gâchis absolument énorme sur cette chaîne de valeur assez compliquée où même quand tu as trouvé tes artisans, trouvé les postes de travaux, trouvé les aides, si tant est qu'il y a encore des aides, trouver éventuellement un bout de financement, il manque souvent 10 000, 15 000, 20 000 euros pour boucler ton projet. Et donc là, tu as 2 options. Soit tu fais pas ton projet, tu dis que tu le feras l'an prochain quand ça ira mieux. Soit parfois pire, tu décides de changer juste les fenêtres ou de changer ta chaudière et tu t'attaques au mauvais poste et finalement tu t'arrêtes en chemin. Et souvent, tu as plus de devis non signés que de devis signés chez les artisans. Donc tu as un gâchis absolument énorme. Et on a cherché pas mal là où tu vas la semaine prochaine, le côté de l'Atlantique, effectivement, ce qui se faisait d'innovant d'un point de vue financement. Et il y a un concept qui s'appelle le Home Equity aux US, qui existe dans pas mal de pays du monde, mais qui consiste effectivement à aller sortir de l'argent d'un bien qui est déjà détenu par le propriétaire. Et on s'est dit que de toute façon en France, on n'allait pas créer une nouvelle banque pour prêter différemment à ses propriétaires de l'argent, et qu'ils étaient souvent pauvres d'épargne et pauvres de capacité d'endettement, mais souvent riches d'immobilier, et qu'appliquer ce modèle du home equity, du capital immobilier à la rénovation, qui est un enjeu énorme aujourd'hui et qui sera certainement un enjeu colossal avec des restes à charge colossaux dans les années à venir, pouvait être une bonne idée. Donc tout nous a pris pour des fous, évidemment. Nous, les premiers, on s'est un peu pris pour des fous et du coup, c'est pour ça qu'on s'est mis à 3. Parce que, effectivement, moi, j'ai cette casquette métier, énergie, partenariat, travaux, pour aller sourcer des projets de rénovation qui ont besoin de nous. Mais quand tu as fait ça, tu as fait le tout début du chemin. Derrière, je me suis associé à Sébastien qui, lui, a un profil très ops, qui était dans le e-commerce avant. Et là, plutôt en charge des opérations chez Beckman.
Market récemment. Et du coup, lui est là pour accompagner ses clients dans le financement, sur ce chemin qui n'est pas simple. Je t'expliquerai après d'acquisition d'un bout de leur bien pour le rénover. Je t'expliquerai la mécanique. Et pour faire tout ça, il faut de l'argent. Et effectivement, on a cherché un profil du coup banquier. Et Mathieu est un ex-trader pendant 10 ans, repenti, qui était maintenant plutôt au financement des projets chez Cdiscount et qui souhaite ardemment mettre la finance au profit d'une cause un peu plus noble que les marchés financiers éthiques, et qui effectivement est en charge de notre foncière, qui va investir dans les projets, détenir les parts de biens, maisons, appartements qu'on rénove. Et voilà comment c'est séparer les tâches. Et on a une petite équipe de 10 basée à Bordeaux, avec une ambition assez énorme dans ce marché qui est potentiellement colossal, qui a du mal à décoller parce que c'est long, c'est de l'immobilier, mais sur lequel le potentiel est absolument gigantesque, et surtout la nécessité de rénover est énorme. Je rappelle quelques chiffres. On a, selon la police ou les organisateurs, entre 5 et 6 millions de passoires thermiques en France. On aura un peu moins par magie au 1er janvier parce qu'on a changé les coefficients de TPE. Mais en tout cas, il y a un grand nombre de passoires thermiques dans lesquelles les gens vivent très mal, dans lesquelles les factures sont aberrantes, qui auront très peu de valeur demain. On a à côté de ça un autre gros, et bien sûr, qui émettent un montant de carbone complètement délirant, qui a un gros poids pour la société et pour l'humanité. Et à côté de ça, on a des habitants qui sont dans des situations personnelles très compliquées, qui soient propriétaires assez pauvres ou qui soient locataires et victimes de ces passoires thermiques. Et donc, il y a 12 millions de Français, c'est colossal, qui sont en situation de précarité énergétique, donc qui dépensent une somme astronomique, un pourcentage astronomique de leurs revenus, juste pour répondre à un besoin très primaire qui est de se chauffer. Chauffage, électricité. Et juste faire tourner sa maison. Et du coup, il y a vraiment la conjonction d'un problème climatique et d'un problème sociétal auquel on essaie de s'attaquer avec nos propres moyens pour l'instant, mais qui en tout cas nous anime pas mal avec Seb, Matt et toute l'équipe. Donc si je comprends bien, je vais essayer de le dire, de le synthétiser. Vous accompagnez des gens à rénover leurs biens immobiliers, qui sont des gens qui, a priori, n'ont pas les moyens de le faire, qui du coup viennent chercher chez vous des moyens pour le faire, et en échange, vous donnent, en tout cas pour une période donnée, vous cèdent une partie de leur logement, qui en l'occurrence est rénové. L'idée, c'est que derrière, cette rénovation énergétique crée une plus-value pour que vous puissiez vous y retrouver, et eux aussi. Exactement. Au-delà juste de l'equity et de ce deal d'échange. Exactement. Et je pense qu'il y a une partie de ton audience qui est plus entrepreneur, start-up, en tout cas qui est familière de ces notions de dilutif et non dilutif. En fait, on fait du dilutif chez le particulier. Donc, on va lui proposer une solution d'investissement, là où que le particulier propriétaire d'une maison n'accède qu'à du crédit. Et en fait, aujourd'hui, le crédit, ça suffit pas. Enfin, le crédit, ça reste la clé pour 90% du marché. C'est-à-dire que si tu as les sous pour financer ta rénovation à fonds propres, fais-le, et les gens le font en général, ils ont compris qu'il fallait le faire, que ça leur rapportait beaucoup et qu'ils avaient beaucoup à y gagner derrière, aussi bien sur leur facture que sur la valeur de leurs biens. Si les gens ont une capacité d'endettement, aujourd'hui ils peuvent emprunter à taux zéro. Alors c'est pas facile, toutes les banques veulent pas le faire, si tu vas voir ton banquier, il va chouiner, il va préférer te filer un crédit conso que te prêter à taux zéro, mais globalement c'est possible de le faire, et c'est une sacrée aubaine aujourd'hui quand on voit les taux d'emprunter à taux zéro, mais c'est à taux zéro. Il y a des conditions. C'est un prêt et il est à taux zéro, il n'est pas à mensualité zéro. Donc ça veut dire qu'il faut le reste à vivre pour le payer, et qu'il faut remplir les conditions de la banque. Il faut rentrer dans les critères d'endettement. Exactement. C'est exactement les mêmes que n'importe quel prêt. Donc ça reste un prêt, donc il faut avoir le bon âge, il faut avoir les bons revenus, il faut avoir la bonne santé, il faut avoir le bon endettement. Et ça, heureusement, les banques prêtent, et les banques prêtent de plus en plus. Je suis pas là pour dire que les banques font pas leur job. Elles pourraient le faire un petit peu mieux pour certaines, mais globalement, elles font leur job. Le message est passé. Mais elles font leur job à hauteur de ce qu'elles peuvent faire. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas surendetter des gens qui sont déjà endettés, elles ne vont pas prêter à des gens qui sont à l'agonie. Et il y a plein de gens qui sont dans des situations personnelles compliquées et à qui elles ne prêtent pas et qui décident de ne pas faire. Donc nous, c'est à ces gens-là qu'on s'attaque. Et donc notre concurrence, ce n'est pas la banque. Si le client peut emprunter, qu'il emprunte. Notre concurrence, c'est les clients qui décident de ne pas faire parce que la banque leur a dit non. Et malgré tout, tu me disais avant l'épisode en off que vous touchiez aussi un autre type de personnes, qui étaient des gens qui avaient foncièrement les moyens dans leur patrimoine ou dans leur surface financière, mais qui étaient à l'aise avec le sujet aussi et étaient prêts justement à donner cette equity pour finalement un peu mettre le sujet de côté. D'ailleurs, j'allais dire délégué, je me suis repris parce qu'en fait, qui s'occupe réellement des travaux ensuite ? Eh bien, je réponds à ta première question. Effectivement,
Je dirais, on a quasiment 2000 personnes qui nous ont contacté dans les 12 derniers mois, parce qu'on a commencé à commercialiser il y a 12 mois. Donc la preuve que, initialement, on nous avait dit jamais les Français sont prêts à lâcher un bout de leur bien. La réalité, c'est qu'ils sont très attachés à leur bien, ils veulent le rénover, ils veulent avancer, ils veulent trouver des solutions. Et sur ces 2000 personnes, je dirais, il y a la moitié qui ont plutôt des moyens et la moitié qui en ont vraiment pas. Ceux avec lesquels on avance le plus, c'est quand même ceux qui en ont pas. Et ceux qui en ont, souvent, ils nous contactent par curiosité pour voir si on peut être mieux disant que leur banque, pour voir si on peut leur permettre d'aller au-delà de leur capacité d'endettement. On avance assez peu avec eux, sauf ceux qui sont dans une situation personnelle compliquée. Donc, je te parlais tout à l'heure d'un cas d'un entrepreneur qu'on a financé récemment. Il y a un couple d'entrepreneurs encore hier qui m'a appelé. Ils sont en train de vendre leur boîte, ils ont un earn-out, ils sont dans un projet de construction qui ne va pas au bout, ils ont besoin de quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires pour avancer, on peut tout à fait le faire. Donc, on a été conçu pour on s'est lancé pour aider des gens qui avaient peu de moyens, mais si on peut, chemin faisant, décarboner des baraques de gens qui ont des moyens, on n'a aucun scrupule à le faire. Et donc ça, c'était ta première question. Donc on n'a pas de critères particuliers sur le propriétaire lui-même. Nous, on a des critères sur son bien et la capacité de ses travaux dans ce bien à créer de la valeur. C'est vraiment ça notre point de départ. Du coup, j'ai oublié la deuxième question. Et ces travaux, justement, qui s'en occupe, qui s'en charge? Est-ce que vous avez un droit de regard sur les artisans qui vont intervenir? Est-ce que vous pilotez, vous faites de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'ouvrage ou pas du tout? On peut pas tout faire. C'est ça, c'est où s'arrête votre prestation? En fait, on est 10, on intervient partout en France. Les projets de rénovation, ils sont très diffus. Et nous, on est un financeur. Donc, chacun fait son métier. Il y en a qui financent, il y en a qui font les travaux. Mais vous contrôlez qui les fait? Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est on regarde le projet. Alors, déjà, il faut qu'il y ait un projet, parce que des gens qui viennent voir en disant c'est super, tu peux me financer, mais j'ai pas encore fait de devis. On leur indique vers qui se tourner pour faire des devis et venir nous voir. Ensuite, effectivement, on va analyser ces devis finement avec de l'IA ou sans IA ou avec effectivement pas mal de gens experts du métier qui nous aident à analyser ces devis. On va ensuite expertiser le bien. On va mandater un expert immobilier qui va se déplacer et qui va venir voir dans quel état est le bien, quelle est la dynamique du marché, qui va nous donner effectivement un prix sur le bien à l'instant T, la dynamique de marché plus un prix post-travaux, son analyse en tout cas qu'on va croiser avec les nôtres. Et puis on va regarder effectivement ce projet de travaux, effectivement les postes qui sont adressés, la valeur verte dans ce coin, et on va essayer de nous faire un avis effectivement le plus éclairé possible, sans se déplacer sur est-ce que ces travaux vont créer de la valeur ou non dans ce coin-là. Mais effectivement, c'est les travaux du client, c'est l'argent du client, donc c'est la maison du client. Donc en fait, on va lui verser de l'argent sur un compte à son nom. Le jour, je t'expliquerai sur un cas comment ça se passe, mais le jour de la signature chez le notaire, ça reste son argent. On va pas lui verser sur son compte courant parce qu'on veut que les travaux soient faits. Donc on va isoler cet argent sur un compte dédié aux travaux. Mais ensuite, c'est ses travaux. Il se débrouille. C'est sa maison, c'est ses travaux. Nous, on est là juste pour lui donner un coup de pouce, pour l'aider à débloquer la situation et à avancer, à signer son devis et arrêter parfois de se trouver des excuses pour pas faire. Mais vous avez quand même un intérêt à ce que les travaux soient bien faits, pour que le bien se valorise comme prévu. Donc vous avez pas vraiment de droit de regard finalement sur qui fait quoi, mais vous pourriez quand même faire marche arrière à un moment donné. En fait, on fait marche arrière si on ne croit pas au projet, ou les artisans véreux qui sont sur le projet, ou que le devis est aberrant. En fait, on ne fait pas marche arrière au milieu du projet, on fait marche arrière au début du projet. On dit désolé, on ne peut pas vous financer parce qu'on ne croit pas à votre projet de travaux. Et donc, ce qu'on fait, c'est ça. Et ensuite, effectivement, on regarde quand même comment le projet évolue, comment l'argent se décaisse au fil du temps. On est tiers de confiance là-dedans, mais on n'est pas conducteur de travaux. Et ce qu'on fait pour ça de plus en plus, initialement, c'est nous qui allions chercher les projets, donc les clients venaient nous voir. Et maintenant, c'est plutôt les artisans ou les banques ou les acteurs du monde de la rénovation qui nous amènent des projets. Quand ils sont bloqués, plutôt que de les mettre à la poubelle, de faire des projets à minima, ils nous amènent des projets. Et ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire que si tu connais les gens qui font, ça veut pas dire ça reste de la rénovation. Donc, il y aura des aléas. Ça veut pas dire que ça sera fait toujours au cordeau parce qu'il peut se passer... ça reste de la rénovation en site occupé qui peut être compliqué. Mais si tu minimises un peu ton risque, si tu connais les gens qui vont réaliser les travaux. Mais maintenant, on est capable d'intervenir dans les deux. On a, je dirais, moitié de nos projets qui nous sont amenés par des partenaires qu'on connaît, où là, on avance quasi les yeux fermés. Enfin, on se base sur l'audit énergétique qui est posé et sur la confiance qu'on a dans le partenaire pour réaliser les travaux jusqu'au bout. Et quand ce n'est pas le cas, on met un peu plus de temps à faire le KOIB des artisans, à aller auditer chacun des devis et dire si on y va, si on n'y va pas, à quelles conditions on y va aussi, pour couvrir ce risque-là, en modulant les conditions dans lesquelles on rentre dans le deal. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de la timeline d'un projet pour qu'on ait une idée de comment ça se passe? Parce que moi, j'ai pas mal de questions, notamment sur la partie notariale, juridique, comment vous ficelez ça et comment vous gagnez votre vie aussi et quand est-ce que vous la gagnez? Oui, absolument. Si on répond à ces trois questions, on est bien. Donc, tes clients, tu as 30 000 euros de travaux à financer.
tu les as pas, ta banque te les prête pas, tu es en train de dire que tu vas pas faire tes travaux. Ces 30 000 euros, ça peut être du reste à charge après les aides, ça peut être la totalité de ton chantier. Donc on peut avancer sur des chantiers aidés, pas aidés, accompagnés, pas accompagnés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on dit, nous, a priori, si c'est de la rénovation énergétique, on peut les financer. Mais ce qu'on a besoin de faire, je te le disais, c'est d'expertiser ton bien, pour savoir combien vaut ton bien avant les travaux. Donc on va mandater un expert immobilier qui va dire que ton bien vaut, mettons, 300 000 euros, pour prendre des chiffres ronds. Donc on va voir qu'il y a 10%, tu cherches à financer 10% de la valeur de ton bien en travaux, 30 divisé par 300. Et en fonction de pas mal de paramètres, donc la dynamique du marché de l'immobilier, l'ambition du projet de travaux, la valeur verte, les artisans qui sont derrière, chose qu'on évoquait tout à l'heure, je vais définir, contre ces 30 000 euros, quel pourcentage de ton bien je vais détenir. Ce pourcentage, il va être supérieur à 10%. C'est comme ça, je t'expliquerai après, que je gagne ma vie, que je paye le notaire, que je paye mes investisseurs et que je paye mes équipes. Et en moyenne, il va être 1,5 fois supérieur. Ça veut dire que contre 10% d'investissement, donc 30 000 euros, je vais détenir en moyenne 15% du bien. Je vais acheter 15 au prix de 10. Ok. C'est le modèle. Je ne facture pas de mensualité, je ne facture pas d'intérêt, je ne suis pas une banque, je ne te prête pas d'argent, mais je vais rentrer avec une décote quelque part de 1,5. Déjà, dans ces 5 points de différence, tu as grosso modo un point de droit de mutation que toi tu prends ta charge. Ouais, globalement, si je schématise, je prends tout à ma charge. L'idée, c'est que ça coûte, l'enjeu, c'est que ça coûte 0, le minimum en tout cas. Je fais payer l'expertise immobilière au client pour l'engager un tout petit peu. C'est un petit ticket d'entrée, mais minime. Et l'idée, c'est qu'effectivement, les 5 points dans cet exemple-là, qui peuvent être 10 points, 15 points dans d'autres exemples, ça dépend vraiment de ce que tu as à financer, de la valeur du bien, ils vont venir payer à peu près à parts égales le notaire. J'ai des frais notaires importants parce que je fais des petites transactions, en moyenne entre 40 et 50 000 euros, ce qui est une toute petite transaction. Donc il y a des frais fixes sur le notaire. 10 points, quoi. Donc effectivement, c'est 10 points, voire un petit peu plus que 10 points. Je t'expliquerai, il y a un autre acte que je signe chez le notaire qui me coûte aussi un peu d'argent. J'embrasse mes amis notaires. C'est l'acte qui vient derrière, sur les clauses de sortie, tout ça. Ouais, exactement. C'est ce qu'on appelle la convention d'indivision. Je vais essayer de le faire en français parce que les notaires parlent latin, mais je vais essayer de le faire en français pour toi. Tu sous-estimes mon niveau de latin. T'as raison. Non, mais parce qu'on va s'endormir si je parle latin. Et que moi, en fait, au début, quand on m'a parlé latin chez le notaire, j'ai cru que j'allais mourir. Et en fait, aujourd'hui, je me mets à parler latin. Je savais pas que c'était une case à cocher chez le notaire de te parler latin. Non, je rigole, mais on est des super notaires et le notaire est hyper important dans notre opération parce que c'est le tiers de confiance. Je t'expliquerai quand il arrive. Et du coup, effectivement, on a des frais notariaux assez importants. J'entrerai dans le business model un peu plus en détail après, mais on paye avec ce delta, on paye le notaire, parce que l'idée, c'est que le client n'ait rien à débourser. On paye nos investisseurs, donc on apporte un rendement, et je t'en parlerai après, à nos investisseurs. Et puis on paye nos équipes. Il s'agit de rentabiliser le modèle économique. On n'est plus dans un monde où l'argent tombe du ciel. Donc on a 2 ans et on a un modèle qu'on va amener à l'équilibre assez rapidement. Donc il faut effectivement réussir à sortir de l'argent de ce modèle. Parce que là, vous financez sur vos fonds propres, vous avez 3 associés, vous avez mis de l'argent au départ. On a mis de l'argent au départ et on a fait une première levée de fonds de Business Angel il y a 1 an, qui nous permet de voir encore pas mal venir. Mais on est sur un modèle qui n'est pas encore profitable et qui va bientôt l'être. Et du coup, il faut balancer bien effectivement ses revenus. Et donc, j'acquiers 15% du bien en pleine propriété chez le notaire, sous le régime de l'indivision, donc un régime assez classique. Alors, quand je dis j'acquiers, c'est pas évidemment moi et c'est pas Vasco. On a 2 structures, j'y reviendrai après. On a une structure opérationnelle, Vasco, on a une structure immobilière, qui est une foncière solidaire, qui est une foncière, je y reviendrai aussi, qui a un agrément ESUS, qui est là effectivement pour aider des gens qui ont peu de moyens a priori et décarboner l'économie. Et cette foncière va chez le notaire, représentée par Vasco, se porter acquéreuse de 15% de ta maison que tu nous cèdes contre ces 30 000 euros. Elle va le faire sous le régime classique de l'indivision, qui est pas si classique que ça, dans le sens où c'est une indivision entre une personne physique et une personne morale, en général physique, et une personne morale, la foncière, qui se connaissent pas, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et du coup il faut l'encadrer de manière un peu plus il y a une convention d'indivision. Il y a une convention d'indivision. Donc ça me coûte un petit peu d'argent aussi, c'est pour ça que je fais un peu plus que 10%. Et donc on double l'indivision classique d'une convention d'indivision, parce qu'on n'est pas comme un frère et une sœur qui héritent, qui se disent que tout va bien se passer, alors que tout se passe mal à la sortie. Nous on encadre effectivement, principalement, on signe cette convention avec chacun de nos clients pour 10 ans, qui sont, tu verras, renouvelables, mais il faut fixer une période de début, une date de début. C'est quoi les engagements des 2 parties? Et justement, il y en a pas mal des engagements, mais si je synthétise, le premier engagement, c'est que je cède au client mon droit d'usage et d'habitation. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai 15% de ta maison que je vais venir passer 15% de mes week-ends chez toi, que je vais payer 15% de tes charges. Si tu loues ta maison, j'ai pas droit à 15% des loyers. Tout se passe comme si j'avais 15% ça sort l'usufruit, quoi. Exactement. C'est pas du démembrement, donc c'est là qu'on rentre dans le latin. Un démembrement, ça se remembre pas. Donc en fait, c'est une sorte de démembrement temporaire où en fait, je te cède mon droit d'usage et d'habitation pendant 10 ans sur ma part à moi. Mais tout revient au fait que, tout revient
revient au même que si tu avais 100% d'usufruit et que j'avais 15% de la nue propriété. Et donc ça, c'est le premier point qui est hyper important à la fois pour le client et à la fois pour moi. Le client a envie qu'on le laisse tranquille et moi, j'ai surtout pas envie de venir payer, venir assister aux AG de copropriété. Ou d'entretenir la pelouse. Ou entretenir la pelouse, donc tu as tout compris. Et surtout qu'effectivement, aujourd'hui, on a une trentaine de biens bientôt et on espère en avoir quelques centaines et quelques milliers demain et on n'a pas du tout envie de se staffer pour les gérer. On n'est pas syndic et on ne veut pas l'être. Donc premier point, on cède nos droits d'usage et le deuxième point, on encadre la sortie. On est un investisseur, on ne prête pas de l'argent, on ne fait pas crédit, il n'y a pas de mensualité, mais si on rentre, c'est pour ressortir et récupérer cet argent avec effectivement une plus-value, pouvoir le réinjecter dans notre projet. Et du coup, cette sortie, on a pas mal travaillé ça dans notre convention pour qu'elle soit à la fois assez souple et à la fois sécurisée pour les investisseurs aussi. Souple dans le sens où il y a 3 options de sortie. La première option de sortie, la plus classique, c'est la vente. Je te dis, cette convention, je la signe pour 10 ans. Tu sais qu'en France, les biens tournent en moyenne tous les 8 ans. En plus de ça, moi, je rentre chez des gens qui sont déjà chez eux depuis quelques années. Il y a rarement besoin de moi à l'acquisition. Donc ça risque de se vendre. Voilà, ça va se vendre plus vite. On a déjà vendu des biens dans lesquels on est rentré en moins de 6 mois parce que les clients ont divorcé, parce que les clients ont été mutés. Donc en fait, c'est rare, hein, mais il y a des biens qui se vendent très vite. D'autres, à l'inverse, tu le verras, qui se vendront beaucoup plus tardivement. Et on sera peut-être en 2050 encore propriétaire de biens qu'on a achetés cette année. C'est possible. Première option, tu vends. Et si tu vends, dans mon exemple, tu touches tes 85% et moi mes 15%. Et normalement, tout le monde est content parce que les 85% de ton bien rénové valent plus que les 100% de ta passoire thermique initiale. Comment vous cadrez le prix de vente et le fait qu'il n'y ait pas d'abus sur un prix à la casse? Alors, de plusieurs manières. Premièrement, on est indivisaire. Donc, si tu veux vendre moitié moins cher à ton beau-frère, je peux te dire, moi, à ce prix-là, j'achète. Je pourrais préempter. C'est pas le modèle, mais je pourrais. Donc, c'est quand même important. Donc, tu as un droit de préférence. J'ai un droit de préemption en tant qu'indivisaire dans le droit. Tu as un droit de préemption, t'es prioritaire, effectivement, sur tout le monde, même sur les locataires. Donc ça, c'est une première manière de l'encadrer. Une deuxième manière, c'est de dire que d'encadrer dans la convention que ça sera vendu à un prix de marché. Et donc, il y a la définition d'un prix de marché. Ça, c'est quelque chose qui est assez historique. Et si toi, tu définis qu'il y a ton expert qui dit que c'était le prix de marché et que je suis pas d'accord avec ça, je peux mandater un expert. Une contre-expertise. Et in fine, je peux même bloquer la vente si c'est un pacte d'actionnaire, en fait. C'est un pacte d'actionnaire assez classique où tu y écris pas ce que tu veux parce que c'est quand même encadré par le régime de l'indivision. Mais globalement, on a quand même un intérêt à ce que ça se vende. Et il y aura des opérations certainement, notamment si c'est vendu vite, comme les opérations dont je te parlais là, où on accepte qu'on n'ait pas à la sortie la valeur qu'on avait espéré initialement. Mais tu vois, si je fais un peu moins de valeur au bout d'un an, c'est mieux que de faire un peu plus de valeur au bout de 10 ans. Donc en fait, on regardera au cas par cas et notre jeu, c'est jamais de bloquer les ventes. La deuxième opération qui pourra se passer, moins fréquemment, mais une liberté importante qu'on donne à nos clients, c'est leur possibilité de nous racheter notre part à tout moment. Donc si le client retrouve des liquidités 3 ans plus tard parce qu'il hérite d'une somme, on sera ravi qu'il nous rachète notre part, nos 15%, cette fois-ci à la valeur actualisée de marché. Donc rebelote, on refait passer un expert et la maison ne vaut plus 300, ta maison elle vaut 360, tu nous dois 15% de 360 pour revenir en pleine propriété, comme tu rembourserais un crédit par anticipation. Peu de gens le font, mais si tu veux le faire, tu peux le faire et moi je serais ravi de le faire avec toi. Et 3 notions importantes, c'est que si on va au bout des 10 ans de notre convention, que tu es bien chez toi et que tu peux pas me racheter mes parts, là je vais pas te mettre dehors. L'enjeu, c'est que j'accompagne des populations qui sont souvent dans une situation personnelle compliquée. Et du coup, j'ai prévu effectivement le fait de pouvoir chaîner cette convention pour 10 ans de plus. Et donc là, comment ça se passe? C'est que je te recède mon droit d'usage et d'habitation jusqu'à la 20e année. 10 ans de plus, on prolonge jusqu'en 2045, notre pacte d'associés, et en échange d'une part supplémentaire de ton bien. Donc, je vais réappliquer le même multiple que j'avais appliqué à l'entrée. Souviens-toi, j'avais investi 10% de la valeur de ton bien contre 15% à l'entrée. Et si je me prolonge pour 10 ans, ça veut dire que mes 15 deviennent 15 fois 1,5 égale 22,5% dans cet exemple. Donc là, tu remets, le même coef en fait. Exactement. Je remets le même coef et je repars pour 10 ans, donc ce qui permet de convenir à pas mal de gens que tu as déjà un projet de vente en tête, que tu n'es pas du tout de projet de vente ou que tu as un projet de retrouver des liquidités. C'est pour ça qu'on a des clients qui ont 40 ans, d'autres qui ont 85 ans, qui sont majoritairement dans des situations personnelles ou financières compliquées, mais aussi des gens qui sont juste, qui n'ont juste pas prévu le montant de travaux et qui se retrouvent un peu pris de court et qui on peut permettre de passer à l'étape suivante. Ok, donc ça c'est très clair sur le sujet justement, quel est l'avantage et quelles sont les conditions et les engagements de chacun pour la personne du coup qui a un besoin de rénovation énergétique et pour la personne qui par exemple nous écoute et qui voudrait justement investir dans votre foncière et justement participer à ça parce qu'on participe indirectement à la rénovation énergétique, on participe indirectement, il y a quand même une vocation sociale à aider les gens aussi à mieux se loger, à moins consommer, en tout cas à moins consommer des choses inutiles et qui en plus polluent et comme tu disais n'est pas bon pour l'empreinte carbone. Comment on fait justement, et là quelles sont les conditions, et maintenant on va faire si on peut faire le process d'un investisseur
qui veut rentrer chez vous, parce que j'imagine que ça doit être un minimum encadré, dans le sens où si moi je viens, je te dis tiens, je veux mettre 10 000 chez toi, et puis qu'il y en a un autre qui arrive le lendemain, moi je veux mettre 12 000, j'imagine qu'il y a des moments pour rentrer, des moments pour sortir. Alors, pas tant que ça. C'est bien sûr encadré, on fait ça de manière complètement légitime et on fait un appel public à l'épargne, mais tu peux le faire en ligne, effectivement, facilement. Et si tu veux mettre 10 000 juste après l'émission, tu peux tout à fait le faire. Et si tu as un pote qui veut mettre 12 000, il peut le faire aussi, sans qu'il y ait de chronologie particulière. Donc, on peut mettre combien minimum d'ailleurs? 500 € minimum. Je donne un ticket moyen plutôt de l'ordre de 10-15 000. On a commencé assez bas parce qu'on était tout petit, on avait petits besoins. Aujourd'hui, ça monte, mais on a laissé le ticket d'entrée à 500 € parce qu'on est content qu'il y ait des étudiants qui viennent, qui mettent 500 € et que l'année d'après, ils mettent un peu plus. Et donc, avant de t'expliquer le process, je vais juste t'expliquer comment on est structuré. Du coup, tu as compris comment on déployait cet argent auprès des particuliers. Et du coup, on est structuré en 2 sociétés. Une société Vasco, effectivement, qui va opérer ça, et une société foncière qui n'ont pas de lien juridique entre elles, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes juridiquement, qui ont un lien de gouvernance. C'est-à-dire que la foncière va mandater Vasco pour trouver des projets, les amener chez le notaire, et elle va rémunérer Vasco à l'entrée des projets. Je te le dis, ce sera une de tes questions. Nous, Vasco, on n'attend pas que le projet sorte pour payer nos salariés. Et effectivement, on n'a pas les poches suffisamment profondes pour attendre quelques années. En revanche, effectivement, le modèle côté foncière, c'est un modèle classique immobilier. En fait, on va investir dans des biens. Il n'y aura pas de loyers qui vont tomber. Donc, c'est un produit capitalisant. C'est de la plus-value à la sortie. C'est de la plus-value à la sortie, exactement. Ça se rapproche un peu d'une SCPI. C'est un peu comme une SCPI résidentielle. C'est de la pierre papier. Mais sans jouissance de loyer. Sans jouissance de loyer. Il existe des SCPI aussi. In fine, ça existe, c'est moins fréquent. Mais effectivement, le modèle, il est basé sur une revalorisation annuelle des parts qu'on vise à 5% de revalorisation annuelle. La première revalorisation a eu lieu l'an dernier. Sur le premier exercice, c'était à 4%. Dans un marché de l'immobilier à moins 4%. On est assez confiant que sur un marché immobilier qui reprenne un peu des couleurs. Là, pour revaloriser, vous faites comment? On regarde l'ensemble de nos biens. Effectivement, on applique plusieurs méthodes pour revaloriser notre parc en fonction des travaux qui ont été réalisés, en fonction de l'évolution du marché immobilier localement dans chacun des biens. Alors, sur la première année, c'était facile parce qu'on était sur une dizaine de biens dans la foncière. Chaque année qui passe, ça va être plus compliqué et il y a des outils pour le faire, ce qu'on est en train de tester. Et donc, chaque année, effectivement, il y a le prix de la part qui augmente en cible de 5%. Et donc, c'est comme ça que c'est fait. Après, un investisseur, effectivement, je te le disais, il peut rentrer à tout moment, dès 500 € en ligne directement sur notre site vascoimpact.com. Mais est-ce que ça veut dire que son argent est réinvesti de suite à lui? Il commence vraiment à toucher un rendement à partir de ce moment-là, même si vous l'investissez pas. Non, il ne touche pas de rendement. C'est-à-dire que. Je veux dire, est-ce que c'est le moment zéro du démarrage? Alors zéro non, mais en ce moment, vu l'afflux de demandes qu'on a, c'est plutôt le limitant, c'est plutôt effectivement l'argent que les projets. On a beaucoup de projets qui sont en attente de financement. Et du coup, ça nous permet, bonne nouvelle, d'être très sélectif aussi sur les projets qu'on finance, de prendre que les projets qui apportent le plus de valeur. Pas forcément les projets qui sont portés par pas forcément les projets les plus sexy, je dirais, sur le papier, mais en revanche, la valeur verte, on voit qu'elle est parfois beaucoup plus dynamique au fin fond de la Creuse qu'elle l'est Paris Intramuros. Donc nous, vraiment, on a des critères très sélectifs là-dessus pour atterrir sur ce rendement cible de 5% pour nos investisseurs. Et donc non, l'enjeu, c'est que l'argent soit évidemment dorme pas chez nous et soit réinvesti le plus rapidement possible dans le projet. Mais c'est à partir du moment où mon argent est investi que je suis au courant de ça et qu'il commence à travailler. Alors, en fait, tout le monde investit dans une même foncière. Donc, toi, tu n'es pas lié à un projet, heureusement, parce que c'est un peu le désavantage de l'immobilier parfois, c'est que tu as un projet, si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe mal, tu as tous tes œufs dans le même panier. L'avantage de cette foncière, c'est qu'on a tous nos actifs, donc aujourd'hui une trentaine d'actifs et demain quelques milliers quand tu voudras ressortir dans quelques années, qui sont mutualisés. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas lié à un bien et du coup ton argent sera investi au fil de l'eau. Je peux pas te dire, les 10 000 € que tu as mis vont servir au projet de Madame Michu dans la Creuse. Tes 10 000 €, très clair. Ça va être une part de la foncière qui va être. Mais est-ce qu'il y a une carence? Et il n'y a pas de carence, non. Ok. Donc ça, parce que ma question, c'est en fait, je rentre au mois de mars. Ta part, elle vaut X et elle sera revalorisée en mars suivant. C'est ça, au mois de mars, même si vous n'êtes pas servi de l'argent. Absolument. Elle sera revalorisée de mars et tu verras tes parts sur ton espace investisseur avec tes parts qui valent X et ils valent. Donc vous avez quand même un intérêt à réinvestir l'argent rapidement, même si tu me dis que c'est pas votre souci primaire aujourd'hui, que c'est plutôt le contraire, mais vous avez quand même un intérêt à réinvestir l'argent pour aller chercher de la valeur parce que vous avez quand même des investisseurs rémunérés
quoi qu'il en soit. Ouais, absolument. Quoi que vous faites de l'argent. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait rentrer de l'argent au fur et à mesure que nos projets arrivaient, et qu'on n'est pas allé chercher tout de suite beaucoup d'argent en se disant on verra comment on l'investit derrière. On est assez prudent, et Mathieu qui gère la foncière, qui a géré des produits financiers bien plus complexes, le fait dans les règles de l'art. On a commencé à faire rentrer nos proches dans la foncière, parce que autant j'ai jamais fait rentrer de proches dans aucune de mes boîtes, autant là ils rentrent pas dans ma boîte, ils rentrent effectivement dans le projet de particulier. Donc on a fait rentrer nos proches, ensuite on a fait rentrer les proches de nos proches, et maintenant elle est distribuée par pas mal de conseillers en gestion de patrimoine, des family office aussi, parce que c'est un produit effectivement, comme je le disais, qui a pas mal d'attrait. Je te l'évoquais, un rendement cible de 5% par an, mais en bonus de ce rendement, il y a une carotte fiscale pour les investisseurs particuliers qui est intéressante, parce que c'est une foncière, je l'évoquais, qui a un agrément pas très connu, je sais pas si grand monde connaît, mais qui s'appelle ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui au-delà d'être un garant hyper important pour toutes les boîtes publiques avec lesquelles on travaille, qui est hyper importante parce qu'elle va te permettre, toi, si tu mets 10 000 euros, de déduire 2 500 euros de tes impôts l'année suivante. Donc il y a effectivement 25% de défiscalisation, de déduction d'impôts l'année suivante. Donc, déduire 2 500 euros de mon assiette imposable de ton IR, directement. Non fiscalisé. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment un crédit d'impôt. Exactement, c'est un crédit d'impôt l'année suivante. Alors évidemment, qui rentre dans les niches fiscales, c'est pas magique, tu vas pas pouvoir le faire à l'infini. Tout ça, c'est heureusement limité. Et on espère que ça va tenir au budget 2026, 2027, 2028. Donc en tout cas, ça tient cette année, c'est très intéressant. Et ça permet de booster finalement le rendement de la foncière, parce que si tu mets 10 000, tu as 2 500 net d'impôts qui sont déduits de tes impôts l'année suivante. Et ensuite, tes parts, chaque année, vont prendre 5%, tendanciellement. Et tu pourras sortir, ton argent est bloqué pendant 3 ans. Donc c'est 3 ans minimum. C'est 3 ans minimum. Et la cible de détention est de 7 ans. Pourquoi cette cible-là ? Parce que nous, c'est à peu près notre durée de rotation moyenne des biens qu'on cible. Et deuxièmement, la défiscalisation ESUS t'oblige à garder tes parts 7 ans. Si tu les revends avant, tu vas devoir rembourser le crédit d'impôt. Voilà. Donc en fait, la réalité, c'est qu'on va avoir assez peu de sorties. On n'a pas eu jusque-là, parce que ça fait moins de 3 ans, mais aussi parce que les gens n'ont aucun intérêt effectivement à sortir avant. Donc les intérêts sont assez alignés dans le fait que c'est un investissement moyen terme, c'est clairement pas du spéculatif court terme, ça reste de l'immobilier. Donc même si tu achètes un appart dans le centre de Bordeaux, si tu le revends 2 ans plus tard, en général, tu n'auras pas fait une très bonne affaire, parce que tu vas payer des frais de notaire et tu te seras certainement épuisé pour rien. Et du coup, voilà, le modèle, c'est celui-là. Et après, tu peux sortir évidemment quand tu veux. Tu peux sortir au bout de la 3e année, tu peux sortir au bout de 7 ans, tu peux sortir au bout de 10 ans. Et le jour où tu sors, en fait, tu sors à la valorisation actualisée de tes parts. Et imposition sur la plus-value immobilière. Et imposition sur la plus-value immobilière. Et non pas immobilière. Voilà, exactement. Immobilière, pardon. Et non imposition à l'IFI aussi. Ça sort de l'assiette de l'IFI. Parce qu'il y a un agrément ESUS, donc c'est l'immobilier, mais qui n'est pas inclus dans l'IFI. Donc ça intéresse. Alors, on a commencé avec des investisseurs particuliers. Aujourd'hui, on le fait un peu moins par nous-mêmes, mais plutôt via des conseillers qui conseillent ça, notamment en alternative aux SCPI qui sont un peu chahutés en ce moment. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien que la SCPI, c'est juste un petit peu différent et où l'argent est fléché directement vers des particuliers qui en ont vraiment besoin. Et aujourd'hui, on est aussi distribué par des family office sur des investisseurs qui ont des plus gros patrimoines et qui cherchent notamment à diversifier le réemploi de leurs 150 obétaires. Je sais pas si tu es familier. Quand tu vends une boîte, tu as souvent 2 ans effectivement pour réinvestir dans l'économie réelle, majoritairement dans des startups. Et là, c'est éligible du coup. Assez rarement dans l'immobilier, sauf effectivement dans certaines cases de l'immobilier dans lesquelles on rentre. Donc aujourd'hui, on a pas mal d'entrepreneurs qui investissent des plus gros tickets en diversification de leurs 150 obétaires dans la foncière. Et donc pas mal de family office qui nous accompagnent là-dessus, ce qui me permet d'accélérer un peu les choses, parce que vu les besoins de financement qu'on a, on va pas pouvoir se permettre de collecter que des tickets à 500 euros, sinon on va pas y arriver, on va s'épuiser avant. Non, mais c'est sûrement dans le sens de l'histoire, vous serez obligé de remonter le ticket moyen si effectivement vous collectez suffisamment. Et si alors, est-ce qu'il y a des conditions de rentrée Non. En dehors des 500, après, est-ce que vous prenez un ticket à l'entrée comme la SCPI, souvent c'est majoré de 10%? Non. Du tout, il y a une prime d'émission. Alors c'est Mathieu qui en parlera de manière plus détaillée, où il y a toutes les explications sur le site. Oui, la prime d'émission pour pas augmenter le capital social. Donc il y a effectivement, en fait, les chiffres que je te donne de 5% par an, c'est net de tous les frais. Alors, si vous voulez plus d'informations, Mathieu sera ravi de vous en parler. Les frais qui comprennent donc la rémunération de Vasco, qui est la société qui comprennent les frais de notaire, qui comprennent Vasco. Si vous voulez tout le détail des frais, je pourrais pas vous les donner de tête. C'est Mathieu qui s'en charge. Vous l'aurez dans la FAQ du site et vous pouvez prendre un rendez-vous avec Mathieu qui sera ravi de vous expliquer. Si vous avez des questions fiscales, si vous voulez rentrer avec un PEA, tout est possible. Du coup, c'est quoi le format? C'est de l'obligation non convertible? Non, c'est pas l'obligation, c'est l'equity. C'est vraiment de l'equity. Vous détenez tu détiens une part de la foncière. Donc, en fait, on fait pas un prêt au particulier, on fait de l'investissement.
Et du coup, de l'autre côté, c'est pas une obligation. Okay. On y viendra peut-être, il y aura peut-être une partie d'oblig en parallèle qu'on lancera certainement l'année prochaine. Okay. Pour l'instant, c'est que de l'equity, donc il détient une part de la foncière. C'est vraiment comme si tu achetais de l'immobilier, sauf que tu n'as pas les emmerdes de l'immobilier et effectivement, on s'occupe. Tu restes et c'est pas ton immobilier, c'est pas le nôtre non plus à 100%, c'est l'immobilier de particuliers, mais qui a des intérêts assez alignés. En général, c'est un point important, je t'ai pas trop parlé de nos clients, mais c'est quand même majoritairement des monopropriétaires, c'est-à-dire que c'est des gens c'est des résidences principales en monopropriété, donc c'est des gens qui n'ont pas 15 appartes et où ils vont nous revendre un bout d'un appart dont ils s'en fichent et qui va péricliter. Je schématise, les bailleurs font pas tous ça, mais on a des intérêts très alignés avec un monopropriétaire qui a 80% de son patrimoine dans sa résidence principale et qui a pas trop intérêt à mal l'entretenir. Et du coup, effectivement, on mise aussi beaucoup sur cette classe d'actifs. Majoritairement en maison, mais de plus en plus en appart, en copro aussi. Donc y compris pour financer des cotes-parts de travaux copro, de rénovation par l'extérieur, par exemple. Exactement, même schéma sur des travaux qui valent souvent quelques millions, où les cotes-parts sont souvent de 30 à 40 000 euros, où il y a des aides. Il y a encore des aides sur la copro, il y en a de moins en moins sur la maison, mais la copro, ça a été heureusement maintenu, et la dynamique de la copro est plutôt bonne. On s'appuie aussi là-dessus, et du coup, ça permet d'avoir... dans le parc, aujourd'hui, on a 2 tiers de maisons individuelles et 1 tiers de copro. Je pense que ça va s'équilibrer, on va faire moitié-moitié. Et le sujet en copro, c'est pas trop que les travaux soient votés, parce que les travaux sont assez massivement votés. Il y a des obligations réglementaires, il y a les bailleurs qui sont obligés de rénover pour pouvoir continuer à louer. Donc la dynamique est plutôt bonne. Alors, ça fait râler pas mal de monde, mais la dynamique, ça marche. La dynamique est bonne. Et en revanche, la problématique, c'est pas de voter à la majorité, c'est que la minorité qui a voté contre puisse rester chez elle. Ce qui est une réalité assez dure, c'est que si t'as pas s'il y a un appel de fonds de 30 000 euros et que tu les as pas, et que tu peux pas les emprunter, en fait, c'est ton acquéreur qui va les payer. Alors, t'es saisi, t'es rarement saisi. Mais in fine, tu sais que tu peux être saisi. Ça existe, on peut aller jusque-là. Et en tout cas, il y a une réalité assez cruelle, socialement en tout cas. Et les gens qui sont concernés, c'est des retraités, des couples divorcés, des gens au chômage qui ont perdu leur emploi. Pas ceux qui sont dans la meilleure situation pour déménager à l'instant T. Donc là, on donne pas vie au projet de travaux, mais en revanche, on permet à des gens de rester chez eux. Dans des copros qui sont parfois qui sont saines, mais où il y a quelques copropriétaires en difficulté. Et je vois une autre type de cible, comme nous on voit souvent dans notre activité, qui est de la rénovation, enfin de l'immeuble ancien en tout cas. C'est la famille, ou les familles, ou les gens qui ont un immeuble et qui l'ont jamais entretenu, et qui aujourd'hui ne peuvent plus louer parce que des PE catastrophiques, et revendent à la casse. Justement, à des gens qui derrière vont faire le job et vont recréer la valeur. Il y a des immeubles de rapport, là on commence à en avoir justement, c'est des biens un peu plus atypiques et c'est plus difficile d'aller trouver ces propriétaires parce que justement ils ont tellement pas de solution que souvent ils abandonnent et l'immeuble périclite. Et effectivement, là on commence à avoir plus de visibilité. Là on était sur M6 cette semaine, on était aux Échos ce week-end, donc parce que justement l'actualité est chargée sur notre secteur et qu'on apporte une solution innovante. Et du coup, on a pas mal de clients qu'on ne voyait pas venir, qui viennent nous voir avec des projets plus exotiques, des projets parfois à plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros. C'est plus long et on n'y va pas aussi facilement que sur un projet à 30 ou 40 000 euros. Mais à terme, effectivement, nous on a c'est plus long, mais en même temps, c'est quand même moins d'efforts pour vous pour une somme plus importante, quoi. Oui, mais il y a un sujet de risque dans la foncière. Mathieu, à ce stade, peut-être que... Et si on va pas mettre la moitié de l'argent de la foncière dans un projet aujourd'hui, sauf si c'est un projet absolument superbe. Mais aujourd'hui, ce type de projet, c'est des projets qui sont en général complexes en termes de travaux, complexes en termes de financement, où il y a du risque. Et du coup, c'est des projets... on fait des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est 200 000 euros le maximum qu'on ait fait. Notre ticket moyen, comme je te disais, côté investissement, c'est aux alentours de 50 000 euros aujourd'hui. Et on est très content. Alors, c'est chronophage, c'est long pour nous. Et effectivement, s'il n'y avait que des projets à 1 million, ça serait chouette. Mais la réalité, c'est que c'est un des intérêts de la foncière aussi. C'est que par rapport à une SCPI qui achète un immeuble à 1 million, nous, en fait, pour le prix d'un immeuble à 1 million, on va certainement rénover une vingtaine d'appartements et de maisons. Et ça permet de diversifier. Ces maisons, ils sont partout en France. Donc, effectivement, tu n'as pas mis toutes tes dans le même panier. Et de répondre aussi à des besoins de gens qui n'ont pas forcément des gros... De multiplier l'impact que tu as. Et puis de diversifier, effectivement, pour les investisseurs. Parce qu'en fait, on est à la ville, à la mer, à la campagne. On est dans tous les départements de France. Enfin, en tout cas, on a des projets dans tous les départements de France. En étant en maison, en appartement, on fait que du logement. On fait pas de bureau, on fait pas de commerce. Donc, on a une thématique logement. Mais en revanche, le logement peut être dans des zones tendues, dans des zones détendues. On va juste adapter nos conditions d'entrée en fonction effectivement de la dynamique du marché de l'immobilier. Et ça nous permet d'être assez résilient. Déjà, l'immobilier résidentiel est quand même tendanciellement plus résilient que toute autre classe d'actifs immobiliers. Et en plus de ça, c'est les
tout petit bout de beaucoup effectivement d'immobilier résidentiel, enfin peu aujourd'hui mais beaucoup demain, qui permet effectivement de mutualiser le risque entre tous les investisseurs. Vous avez de la concurrence aujourd'hui ? Des gens qui font pareil que vous sur le marché ? Alors à l'étranger, il y a plein de gens qui font ça. Hein. Je te disais, aux États-Unis, où c'est beaucoup plus compliqué d'emprunter. Tu verras, je ne sais pas si tu seras résident canadien bientôt, mais si tu es résident canadien ou même si tu es canadien tout court, aller emprunter de l'argent dans ces pays-là où tu as un score de crédit affiché sur ton front. Si ton score de crédit est mauvais, tu peux rien faire dans la vie, pas payer les études de tes enfants, etc. Donc il y a pas mal de solutions innovantes qui ont émergé. En France, des gens qui font du capital immobilier, il y en a mais ils le font tous à l'acquisition. Donc tu as des gens comme Virgile, je ne sais pas si tu les as déjà rencontrés, et les banques aussi qui font la même chose qu'eux, qui vont te permettre de booster ton apport de 50 000, 100 000 euros parce qu'en fait, tu as les moyens d'acheter un 2 pièces et tu as besoin d'un 3 pièces parce que tu vas bientôt, ta femme est enceinte. Et eux vont te permettre de booster ton apport et d'emprunter dans les meilleures conditions et de t'acheter l'appart dans lequel tu resteras 10 ans versus l'appart que tu auras vendu dans 2 ans. Et donc ça, c'est chouette. Et ils font la même chose que nous, dans le sens la mécanique est la même, c'est aussi de l'indivision. Mais il n'y a pas de vocation énergétique, de rénovation. Alors si tu as de l'énergie, ils le financent et ils le font aussi. Et ils font ça super bien. Et effectivement, on échange avec eux, avec les banques. Ils ont pas mal ouvert la voie parce qu'ils ont défriché la partie juridique aussi, qui est assez complexe. Le droit français de l'indivision est pas simple, donc on a la chance de ne pas partir d'une feuille blanche grâce à ces acteurs, mais eux interviennent en zone urbaine chez des populations assez jeunes. Nous, on intervient plutôt en zone périurbaine, voire rurale, chez des clients qui ont plutôt en moyenne 55-60 ans, qui sont propriétaires, souvent sans crédit, au milieu de crédit ou ayant remboursé leur crédit, et qui sont dans une situation où le problème, c'est pas d'acquérir un bien, le problème, c'est ils sont plus dans des situations qui leur permettent d'emprunter. C'est de le garder et décemment. Voilà. Et du coup, je veux dire, les gens qui font la même chose que nous, il y en a, et il y en a qui te permettent aussi, même quand tu es, je pense à Merci Prosper, qui te permet aux personnes âgées de monétiser une partie de leur immobilier pour financer effectivement leurs vacances, des projets de travaux ou autres. Donc il y a des solutions sur le capital immobilier qui émergent un peu sur plein de segments. Cette réalité, elle émerge, elle est encore naissante, mais je pense qu'elle a de beaux jours devant elle. En revanche, sur le segment de la rénovation, on le voit cette semaine, parce qu'en fait, cette semaine, ce qui s'est passé la fin juillet, c'est que on a annoncé que MPR serait maintenu jusqu'à fin d'année, mais en respiration artificielle. MPR, c'est MaPrimeRénov'. Pardon, MaPrimeRénov', malheureusement, la rénovation, il y a beaucoup d'acronymes. C'est pas du latin, mais c'est beaucoup d'acronymes. Et MPR, le budget de MaPrimeRénov' est quasiment consommé parce qu'il y a eu un gros engouement pour effectivement cette subvention. Et du coup, ils sont obligés de quasiment tout couper jusqu'à fin d'année avec aucune certitude que ça redémarrera sur les chapeaux de roue en 2026. Et même, franchement, il y avait quand même une paperasse assez lourde, des obligations, comme souvent. En fait, c'était pas parfait, mais sur la communication, c'est toujours sexy. Après, quand on met les mains dedans, on perd vite beaucoup de mois. Après, on pouvait quand même te subventionner jusqu'à 63 000 euros. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de paperasse. Et c'est assez rassurant. Alors le fait est que c'était loin d'être parfait. Nous, en tout cas, sur du locatif, sur beaucoup de projets, on le zappait. Franchement, c'était trop complexe. Bien sûr, quand on n'a pas vraiment besoin et quand tu veux aller vite, les gens le zappent et le zappent encore aujourd'hui. La réalité, c'est que c'est encore, je parle pas au passé parce que ça existe encore et on espère que ça va renaître un peu plus fortement. C'est quand même quelque chose de très important, notamment pour les ménages les plus modestes, chez qui l'équation économique ne tourne pas si on leur rajoute pas 20 000, 30 000, 40 000 euros. Donc heureusement, on l'a maintenu sur quelques-uns de ces ménages. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit cette semaine, il y a eu les annonces qui ont été faites par Valérie Létard mardi sur la quasi-extinction de la prime Rénov' jusqu'à fin d'année. Et tout le monde se tourne vers nous. On a plus de 100 personnes qui nous contactent par jour et on a tous les acteurs du marché qui disent explique-moi comment ça marche ton truc parce qu'en fait je sais pas comment mes clients vont payer les travaux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait il y a les banques et nous. Alors je dis nous, il y a quelques acteurs alternatifs. Tu peux imaginer les acteurs du viager, tu peux imaginer les acteurs du regroupement de crédit, tu peux imaginer les acteurs du réméré. Il y a des solutions alternatives de financement. Rarement très adapté à la rénovation. Nous, on a une solution de financement adaptée à la rénovation. Donc, effectivement, pour l'instant, on est un peu les seuls sur ce créneau-là. Si les choses se passent comme prévu, on ne sera pas les seuls, j'espère, parce qu'on ne va pas réussir à financer des millions de projets. On a, pour ambition, je te dis, d'en financer 100 cette année, à peu près en cible 1 millier de projets à 2028. Mais pour ça, c'est une grosse croissance, Ouais, c'est une grosse croissance parce que en termes de volume de projets, le marché est colossal. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'on réussisse dans nos deux métiers, le métier de financement
et le métier d'investissement. Et pour ça, effectivement, on a besoin de tout le monde. Donc, je te parlais des investisseurs aux poches profondes qui aujourd'hui nous aident bien à avancer. Mais on a aussi besoin, et là je fais appel à tous les gens qui nous écoutent, effectivement de gens qui croient à ce que je leur ai raconté là, et qui croient à la rénovation, potentiellement qui ont déjà fait les travaux chez eux, qui ont trouvé ça chouette, qui ont trouvé que ça leur apportait du confort, des économies d'énergie, et qui se disent mon voisin il devrait se rénover aussi, et ça m'intéresse de placer une partie de mon épargne sur cette thématique-là, monothématique. L'argent qui est placé dans notre foncière, il vient financer que ça, il est décaissé rapidement, et il vient financer les rénovations de gens qui en ont besoin. Et du coup, on appelle effectivement largement le public à compenser les baisses de budget de l'État. Quelque part, c'est plus vos impôts. Il faut savoir que vos impôts, à partir de maintenant, ne financent plus beaucoup la rénovation. Donc, si vous croyez à la rénovation, utilisez votre épargne pour la financer, parce qu'effectivement, il n'y a plus beaucoup de solutions autres que la banque ou votre épargne pour financer ces sujets. Effectivement, il y a ce côté vertueux, on sait qu'il y a un vrai intérêt écologique, mais il y a un intérêt économique pour les investisseurs qui nous écoutent, parce que effectivement 5% par an, même si on est d'accord, c'est à la sortie que tu prends, que tu prends ta plus-value, mais c'est une alternative au crowdfunding avec lequel les gens sont en général à l'aise aujourd'hui, en tout cas tous les auditeurs et auditrices évidemment. Ça fait une alternative, ça c'est clair, et en plus il y a cette carotte quand même intéressante fiscale qui est... Tu as 25% assuré. Ça c'est quand même intéressant. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de rendements qui t'assurent 25% upfront la première année. Et après, effectivement, les 5% par an, j'espère qu'on y arrivera, sauf si le marché immobilier s'écroule et que tout d'un coup, en 2027, à la faveur d'une mauvaise élection présidentielle, on met le DPE à la poubelle et que tout le monde s'en fiche de la valeur verte, parce que je touche du bois, ce qui est peu probable, et ce qui j'espère n'arrivera pas. Nous, on croit tendanciellement au fait que l'écart entre un bien rénové et un bien non rénové va croître, on le voit, nous c'est vraiment une des données clés, et c'est une de nos convictions, c'est que cette fameuse valeur verte, quelque chose qui progresse chaque année tendanciellement fortement depuis 4 ans, et cette courbe elle s'arrête pas, donc en fait plus les années vont passer, plus l'énergie va être chère, plus la pression climatique va être forte, plus il y aura de lois aussi qui vont finalement un jour ou l'autre contraindre même les propriétaires occupants à rénover, comme on te contraint avec ta vignette critère, des bonus-malus. Ça va arriver dans le logement parce que le problème est trop grave. Et quand ça arrivera, il va falloir accélérer encore sur la rénovation. Et du coup, effectivement, c'est une des façons d'y arriver. C'est vraiment pas une baguette magique, mais on pense en tout cas que c'est un vrai intérêt des deux côtés, des propriétaires qui ont peu de moyens et qui sont un peu prisonniers aujourd'hui d'un logement qui leur apporte pas ce qu'il devrait leur apporter, et du côté des investisseurs qui cherchent aujourd'hui assez massivement. On est assez content de voir qu'il y a quand même un gros mouvement populaire, je dirais, d'investisseurs qui commencent à se poser la question de à quoi sert mon argent. Le livret d'assurance vie vert que j'ai ouvert il y a 5 ans, est-ce qu'il est si vert que ça? Quel est le pourcentage d'investissement hors carbone qui est fait? Combien émet l'argent que j'ai dans ma banque? Ça, c'est assez hallucinant et ça fait assez peur quand tu regardes l'argent que tu as. Je ne vais pas citer de banques parce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre, mais il y a quand même pas mal de banques où ton argent émet beaucoup plus de CO2 que toi. Donc il y a plein de gens qui se font chier au quotidien, à juste titre, à diminuer l'impact carbone sans du tout regarder l'impact carbone de leur argent. Je ne suis pas pour leur donner des leçons, mais c'est intéressant de commencer à se poser ces questions et se dire comment est-ce que je peux, moi, avec mon argent aussi, faire avancer les choses. Et c'est pas en la plaçant chez Vasco qu'on va sauver le monde, mais en revanche c'est une petite étape, et il y a plein d'autres produits de ce type-là qui permettent effectivement de donner un peu plus de sens à son épargne, avec des sujets très concrets aussi désintermédiés, parce que c'est souvent le problème des gros produits d'assurance vie ou des produits très marketing, on ne sait pas trop où ça va. Avec des tampons ESG, etc. Là, il y a un reporting tous les mois, voilà les 5 projets qu'on a financés ce mois-ci, voilà l'état de la maison avant, l'état de la maison après. Il y a plus de proximité aujourd'hui sur un projet comme ça que sur un fonds vert ou un truc. Il y a des fonds verts qui sont très bien, et il y a certainement des gens qui font de l'investissement en direct qui le font très mal aussi, donc c'est pas blanc ou noir. Mais en revanche, nous on croit pas mal à la puissance de l'épargne individuelle pour régler en partie des problèmes de société. Ok, très clair Hervé, merci beaucoup pour toute cette présentation. Franchement, c'est un concept que j'ai trouvé intéressant quand tu m'as sollicité. Je le trouve encore plus intéressant aujourd'hui maintenant que tu me l'as expliqué. Et on invite tout le monde à aller cliquer sur le lien pour aller découvrir un petit peu plus, réécouter un peu l'épisode si jamais aussi pour vous remettre en tête un petit peu le fonctionnement et les besoins. Et puis si jamais vous avez des questions, même s'ils sont assez sollicités en ce moment, contactez-les en mode surtout investisseur sur du coup vasco-impact.com. Exactement, merci, très bien résumé. Merci à Julien pour ton invitation. Je t'en prie, avec plaisir, à bientôt. Merci Julien. Ciao. Bye bye.